C'est-à-dire que ce travail de mixeur qu'on peut imaginer peut-être facile, peut-être immédiat à l'heure actuelle, parce qu'il suffit qu'avec une petite console Yamaha ou je sais pas quoi, etc., on puisse faire du mixage, tout le monde peut faire du mixage. On s'aperçoit que c'est une vraie science, que c'est une vraie sensibilité, que c'est une vraie technique, et que c'est pas un métier qui s'improvise. Ce sont des heures, des années de travail pour arriver à dominer et ces outils et retransmettre cette sensibilité, et que c'est pas un métier qui s'improvise avec 3 potentiomètres que l'on enchaîne comme ça tout le monde peut le faire. Et c'est là où Nenny était fort, c'est que avec toute sa rigueur, son autorité, etc., il faisait quand même comprendre simplement que c'était compliqué à faire. Nenny tout de suite m'a dit, voilà, tu vois, nous travaillons en optique en dernier, et que notre écoute doit être celle de l'optique. Parce que si on travaille en magnétique, on a une réponse différente et un gain différent. À partir de ce moment-là, on se plante dans nos balances. Parce que nous, on entend des choses formidables. Quand on arrive à l'optique il coupe là, et tout ce qu'il y a de là et là disparaît. Donc tes balances sont fausses. Son limiteur, c'était le passe-bas. Tu coupes tout à 70. Ouais, 60-70. Tu coupes tout à 7005 et ta parole, elle va passer. Saint-Maurice, j'étais western. La métro, on était western. La Simo, on était western. Donc, on avait quand même une ligne de conduite. Et surtout, on avait une idée du son qui n'était pas l'idée du son densité fixe de l'époque. RKO, Klang. Et c'est vrai que à Saint-Maurice, quand on faisait des musiques, on les faisait en Klang, pour qu'ils faisaient de la pêche. Dès qu'on faisait de la parole, on tournait en densité variable. Parce que, arrondi, et c'est vrai que les micros Westrex étaient étudiés pour les densités variables. Mais en même temps, on était complètement colonisé par eux. Et il fallait attendre ce qu'ils inventaient, eux, pour avoir des nouveautés. La première Westrex 1000, si mes souvenirs sont exacts, ils nous l'ont livré sans tête d'effacement. Ça a l'air bête, mais sans tête d'effacement. Donc t'effaçais tes bobines au four. Mais le four, si tu effaces mal, en fin de bobine, t'entends voûte, 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 voûte. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Et à la métro, on a cherché pendant une semaine d'où ça pouvait venir. On s'est baladé avec les bobines optiques devant les projecteurs, devant les machins, tu vois, chercher des champs magnétiques. Bon, et on s'est aperçu après que si on faisait pas... Et on partait à 3 mètres, comme on n'avait pas de tête d'effacement, c'était inscrit. C'était la table à boutons ronds, et il s'est bien gratté la tête, et puis il a inventé un système de poulies et de trucs de fil de pêche, en fil d'acier, pour faire les boutons à pousser. Et après, il a amélioré en disant « Merde, c'est trop large, tu vois, il me faut... Je peux pas mettre mes doigts comme ça. » Au début, les boutons étaient plats, après, ils étaient un peu en creux pour que les doigts ils rentrent dans les boutons. Que tu travailles, c'est ça qui travaille. C'est juste le bout des doigts qui monte et qui descend. Il a fait ergonomiquement qu'on puisse mixer. C'est-à-dire que tu mettais tes 10 doigts et tu avais 10 boutons sur les doigts. L'espacement des boutons, c'était comme un piano. Eh ben, il a pondu l'enregistrement en boucle magnétique. Tout se faisait en longueur, en magnétique 35 ou avant en optique. Et ça, c'est une invention absolument géniale. Et là, il a passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé la tête de l'enregistrement en tête de lecture pour qu'on puisse vérifier tout de suite le synchronisme.
Tandis qu'à l'époque, c'était les assistants de doublage qui disaient c'est montable. Bon, il est parti un peu en retard, mais vu qu'il a fini en retard, on peut monter. Tandis que là, c'était retour d'écoute. Bon, elle est bonne, ou on la recommence. Puis lui, filait à l'atelier, il revenait ou 2 heures après, ou 3 jours après, et il nous a installé la marche arrière. Et là, Nenni a fait ses machines. Donc, le premier modèle qui était comme ça, et le deuxième modèle qui était comme ça. Et tu te rends compte de ce culot de faire des machines mieux que les Américains qui avaient l'emprise partout, etc., STA, Western surtout, etc. Et de dire, moi, je vais faire des Nenniphones et ça va être mieux que ce que font les Américains. Quel challenge incroyable, quelle folie, quel pari, tu te rends compte? On a fait 3 chambres à écho. Il y en avait une qui était dans la cave. Elle était d'abord pour mon Audi, après on l'a montée en haut, avec un micro sur un haut-parleur, et un micro monté sur rail pour qu'on puisse trouver la distance de réverbération, tu vois le temps de réverb qui nous intéressait, et qui était dans une cave, 3 étages en dessous des studios, avec des bons murs en pierre, de la pierre, pas du béton. Et après il a fait celle avec la plaque d'alu, tout de suite. Plaque d'alu de 2 mètres sur 1,50 m, là, un micro-contact, un haut-parleur. On poinçonnait les collures des bandes magnétiques pour éviter les plops des collures. La rupture du champ magnétique de l'enregistrement, c'est ça qui faisait le plop la plupart du temps. Donc, il avait pris celle qui, au labo, celle qui servait à faire le petit losange pour éviter les collures négatives. Machine à zaponner. Oui, la machine à zaponner, la touffe. Et il avait fait un petit palpeur, avec une petite roue, là, tu vois. Donc, tant que la pellicule passait, normalement, elle faisait rien. Quand elle arrivait dans le trou, elle s'enfonçait, et ça coupait le préampli de lecture. Juste le temps. Tu pouvais pas l'entendre, mais si tu avais tes 5-6 bandes, et que c'était moins gênant d'avoir le petit trou d'une perfo et en sifflet en plus, que d'avoir plop. Les premières reprises de Polar qu'on pouvait faire, là aussi c'était très amusant parce que ça faisait clic. Clic, l'entrée de Polar, bien connue. Et Bill Denny a dit, il a essayé plein de choses, et puis un jour il est arrivé, sorti de l'atelier, il avait pris un clou de charpentier comme ça, de 120, il l'avait tordu, limé, il avait fait un trait de scie au milieu, et la patte du relais, c'était un relais à 4 pattes, tu vois, et la patte du relais qui amenait la modulation, on l'attrapait et on tordait un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui était électrique se collait, et l'autre arrivait derrière et plap, il n'y avait plus de plop. Plop électrique qui venait. Parce que quand les 4 en même temps, le plop passait. Et les premières chenilles qu'il a commencé à faire, c'est parce que ça l'emmerdait vraiment de suivre les feuilles de mixage et d'avoir des monteurs toujours en retard pour lui dire les numéros. Qui manquait d'anticipation. Oui, et puis, où il disait le truc, ça n'est pas, ou il dit, à tel pied il y a ça, trop tard, et chaque fois. Donc, il nous a gambergé les chenilles. Les chenilles, c'est la représentation lumineuse des 4 bandes son principales.
Il y en avait une rouge, une verte, une bleue, une jaune. Puis après, on est passé à 8, en mélangeant les couleurs. C'était totalement mécanique, c'était sur l'interlock. Il y avait un moteur, les moteurs à pattes de l'époque, qui faisait tourner une vis sans fin. Cette vis sans fin passait dans un réservoir où il y avait des billes d'acier, des billes de roulement à billes, qui montaient tout le long de la vis sans fin et roulaient sur une plaque de chrysocale. Et entre les deux fentes, ça représentait une lampe qui s'allumait. Et cette vis sans fin était complètement synchronisée sur le triphasé. Donc elle roulait à la même vitesse que toutes les autres machines. Quand j'ai mixé le Jolimet en 63, j'avais déjà les chenilles, ils étaient déjà installés. L'histoire de la panne, c'est qu'en fin de compte, il fallait se démerder pour que ça soit jamais en panne. Même si c'était en panne, personne ne savait que c'était en panne et ça courait quand même derrière. Le jour où j'ai eu ma plus grande panne, c'était pendant les doublages des 400 coups. Le petit con de Jean-Pierre Léo, il est passé derrière moi dans ma cabine et il m'a changé mon patching. Mais tu sais que j'ai cherché pendant 1 heure, pourquoi ça passait plus? Parce que quand tu regardes ton patching, ça va. Mais avant de voir que celui-là, au lieu de faire ça, il fait ça, et tu démontes tout. Plouc, 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 et tu refais ton patching et ça marche. Bon, avec Godard, quand j'ai mixé Week-end, d'accord, j'en ai mis sur la pellicule. J'ai presque fait des trous dedans. Mais comme il était, j'ai mixé à Billancourt, ça, avec la table, avec les 2 VI, la table double. J'ai mis non seulement 2 plots de plus sur l'écoute, mais j'ai mis 2 plots de moins sur le VI. Comme ça, quand lui, il était bien dans le rouge, moi, j'avais encore une garde de travail. J'ai des problèmes de réverb avec cette chambre où il y avait 25 solutions de possibilités de réverb, soit naturel, soit à ressort, soit à plaque, soit etc. Et qu'il a fait ça avec, c'était pour un film de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, et qu'il a fait ça avec une délicatesse, une gentillesse, sans faire de démonstration. Et moi j'étais, j'avais une trentaine d'années à ce moment-là, tu vois, et c'était mes premiers trucs en Audi. Voilà, personne n'a su que c'est Nenny qui... ni Jean-Yann, ni les monteuses, ni etc. Personne n'a su que c'est Nenny qui m'avait démerdé tous les coups. Moi, je l'avais rencontré très très minot. J'étais encore quasiment étudiant et c'est un monteur qui me l'avait présenté. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, moi j'étais vraiment très très impressionné de cette première rencontre avec Nenny parce que je savais ce qu'il représentait, je savais ce qu'il était. Et il a pris 5 minutes de son temps en sortant de l'Audi, en fermant la porte, et on a discuté. Je me souviens pas de quoi exactement, mais je sais qu'il m'a complètement réconforté par comparaison à mes ambitions dans ce métier, ce que je voulais faire, ce que je croyais, ce que j'espérais, et qui m'a vraiment soutenu, aidé et donné de bons conseils certainement pour continuer ce métier. Et là, c'était du son direct, c'était pas de l'Audi, c'était pas de... Et que, effectivement, ça a été une formidable rencontre. Après, il y en a eu d'autres. Là, on a travaillé ensemble sur La Grande Bouffe, sur d'autres films. Et puis, il y a eu une époque aussi, un peu plus tard, on a décidé de fabriquer un défileur, parce que on en avait ras-le-bol de faire les repiquages à droite, à gauche, etc. Et on voulait avoir une petite voiture mobile avec une machine 35 portable pour faire nos repiquages. Et alors, bien sûr, on est allé voir Nenny. Et on a fait plein de films avec cette machine. On s'est avéré que c'était une connerie de la mettre dans une 4L tôlée, qu'on l'a mis très très vite dans un appartement et on faisait leur piquage le soir des films sur lesquels on tournait sur la table de salle à manger. C'est vrai que Muriel, il n'y a qu'un seul travelling, c'est le travelling de la fin. Il n'y a jamais une caméra qui bouge. Donc, et il ne voulait pas d'enchaîner. Et c'est là où il a lui aussi inventé quelque chose,
c'est le montage parallèle. Il l'a fait au son. C'est-à-dire que tu as une séquence, une conversation, tu passes dans la rue, la conversation continue sur la rue. Et tant que la conversation, c'est-à-dire que la séquence sonore n'est pas finie, le son de la rue ne rentre pas. Il ne rentre qu'au moment où on en a besoin. Tu gardes ça veut vraiment bien dire pendant ce temps-là. Et tous les sons rentraient minimum 2 images avant la coulure. Pour que tu aies le choc du plan amené par le son. Et à un moment donné, Bill m'a fait un enchaîné de voitures. Et je lui ai dit, non Bill, pas d'enchaîné. Ah oui, c'est vrai. Hop, marche arrière, hop, et les voitures, bouf, bouf, bouf. C'est inexplicable, tu peux pas l'expliquer. Tu le sens comme ça, pas au de moment leçon, où tu le sens. Ouais, tu le fais au moment où tu le sens. Et il n'y a pas de recette. si le film l'accepte, c'est qu'il fallait le faire. Nous, il ne faut jamais oublier, quand tu feras du son, que chaque colure est un passage de temps. Sinon, on fait un plan séquence. Mais dès que tu commences à monter, tes chants contre chants, tu dois donner l'impression, même si c'est monté rapide, qu'il s'est passé au moins 2 minutes avant que le gars ne réponde. Et ça, c'est au mixage. Et vous direz comme moi, t'as une musique qui rentre en douceur comme ça sous l'autre. Ça veut dire quelque chose. Ou une qui part sous l'autre. Ou une qui fait ça. Elle rentre à son niveau, elle disparaît là. Hein? Ou tu la mets et tu la tricotes un petit peu parce que tes 2 séquences sont intimement liées et que c'est pas parce que tu changes de musique que tu changes d'état d'esprit. Donc il y a celle que tu tricotes qui te ramène toujours à l'autre séquence jusqu'à ce que l'autre séquence puisse s'installer complètement. Et c'est pas chut, chut, non. Et puis même ce chut, chut, tu ne le referas pas 3 fois de suite. Tu l'as fait une fois, après tu vas en faire d'autres. Ça sera autre chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de règles. Mais on a chacun nos règles. Il va égaliser d'une façon, je vais égaliser d'une autre. J'essaye d'égaliser le moins possible quand j'ai pas fait le film. Parce que je dis, bon, s'il a fait ça, c'est qu'il y avait une raison. Bon, à part égaliser des fonds, parce que mais les paroles, j'essaye de redonner ce que le gars du direct m'a donné. Et je commence pas à filtrer en fonction d'une éthique du son. Moi, il m'est arrivé qui mixe plusieurs films sur lesquels j'ai travaillé. Et j'étais là, j'assistais pendant 8 heures, 10 heures par jour à son travail. Et sans tenir de potentiomètre, sans rien, simplement en lui transmettant un petit peu mes émotions et ce qui s'était passé sur le tournage. J'ai un souvenir surtout de La Grande Bouffe, qui est un mixage qu'on a fait en, 5 jours de temps, avec les VI en même temps. Et dès que c'était mixé, il y avait une projection pour les producteurs et pour le réalisateur dans la salle de projection de la CIMO. Et j'ai un souvenir fantastique de connivence, d'entente. Ce film qui était comme un film très, très nouveau par comparaison à plein de choses qui ne devaient pas être dites, qui était un film très moderne, très, très culotté par comparaison à un langage traditionnel. Il est rentré complètement dans le coup dedans, il est rentré dans l'atmosphère de Marco Ferreri avec toute sa subtilité, sa vulgarité, sa grossièreté et sa sensibilité, et qu'il a pigé du premier coup, et on a fait ça comme sur un nuage, tu vois. Et moi, j'étais simplement que pour parler de mon son direct, comment je l'avais travaillé, et que lui l'a reconstitué le plus formidablement, enfin le plus sincèrement possible, le plus vrai possible.
Et c'était pas un film de Renel, c'était pas un film à thèse, à machin, un truc, etc. C'était vraiment un travail taillé à la serpe et rentre dedans, tu vois. Et il est rentré à fond dedans. On a passé des journées extraordinaires. Et une dernière fois où je l'ai vu, c'était quand Polanski voulait faire Tess en Dolby. Personne n'avait de Dolby en France. Et on a cherché plein d'endroits pour installer le Dolby. On est allé rue des Alouettes, etc. On a fait tous les audits de Paris. Et puis en fin de compte, on s'est retrouvé chez Nenny, qui voulait pas. Il voulait pas faire de Dolby parce qu'il croyait pas dans le système, parce que ces machines, soi-disant, étaient pas fiables à cause du déphasage et jouer le système Dolby. Et Polanski s'est fâché en disant mais toi le plus grand inventeur, le plus grand ingénieur du son, toi qui as tout inventé au niveau du son en Audi, tu refuses le Dolby? Et il dit oui, je refuse le Dolby, je veux pas de Dolby. Et l'autre est rentré fou furieux, Polanski est rentré extrêmement en colère en disant quoi, Jean, tu vas pas me faire ça, il faut absolument qu'on le fasse chez toi et avec toi. Et en fin de compte, Jean a cédé, ils ont investi, la Cimo a investi un petit peu dans le système Dolby, la production a fait un effort aussi, et ça a été 1 an de travail pour arriver en post-production, pour arriver à sortir Tess en Dolby. Et je crois que ça s'est très très bien déterminé avec Roman, puisque tout le film a été fait là, tout ce qui était doublage, bruitage, et surtout mixage, tout le mixage de Tess a été fait par Nenny à la Cimo. Alors il y avait un endroit neutre qui était SIS, parce qu'il y avait l'Audi construit par Nenny, qui était le H, puis il y avait les autres qui étaient... et le rapport optique installé par Nenny. Donc c'était endroit zone libre, avec chez SIS, où il y avait Audi Nenny, transfert optique Nenny, et puis installation, je ne sais pas pourquoi, Perfecton, je ne sais pas pour les autres Audi. Mais Nenny avait son... Alors il y avait les défenseurs qui voulaient travailler qu'avec le matériel Nenny, et puis les autres qui voulaient bosser avec eux. Donc il y avait cette espèce de plateforme un peu entre les deux, Billancourt, Rayblay qui en fin de compte avait infiniment de respect pour Nenny, mais qui voulait prouver des choses avec d'autres outils, d'autres matériels que celui de Nenny. Donc c'était une espèce de compétition, mais de compétition plutôt amicale. Il n'y a jamais vraiment d'animosité ou de heurts important. Ça a été plutôt une espèce de compétition comme ça entre deux approches des outils, mais en fin de compte, au niveau du fond, ils étaient similaires. Mais il mixait, il répétait presque pas lui aussi. On n'avait pas encore les sorties de Polar, mais les entrées de Polar, c'était quand même déjà très important. Il partait dans le film parce qu'il avait saisi presque tout de suite l'esprit du film. Ce que je me demande aussi, c'est comment Nenny a fait pour assumer toutes ses responsabilités techniques, d'inventeur, de mixage, puisqu'il passait quand même beaucoup de temps en mixage, et tous les Audi qui sont Nenny, quand on parlait des CS, mais il y avait la Victorine, il y avait, etc. Il y a plein d'Audi qu'il a construit, avec la sensibilité Nenny, l'acoustique Nenny, les consoles, etc. Comment il a fait matériellement et physiquement pour faire tout ça, tu vois. Entre ces, je sais pas, 10-12 heures de mixage par jour, la construction de ces machines, les Audi construits à droite et à gauche, moi je sais pas, et en plus ils étaient 4 à l'atelier pour faire ça, tu vois.